La citoyenneté. La citoyenneté, votre émission qui passe au pain fin les questions liées au civisme dans la cité. Débat, critique, analyse, apport de solutions, des interviews seront au menu de cette émission. Suivez la citoyenneté sur City FM tous les jeudis de 15h à 16h. La citoyenneté, c'est avec Cyril Ametepe. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée à cette émission La Citoyenneté sur City FM tous les jeudis à partir de 15h. 60 minutes d'aventure éducative, civique et morale à passer ensemble. Coordination technique assurée par Dieudonné. Oreille très en forme encore cet après-midi et à la présentation, je suis Cyril Ametepe. Pour débat de ce thème ainsi formulé, recensement un acte civique, tout un plaisir d'avoir dans ce studio M. Peguero, Latifou Seigneur, deuxième rapporteur de la CENI. Bonsoir Peguero, Latifou Seigneur. Bonsoir, mon cher. C'est le prénom même qui est Seigneur. Le prénom est Seigneur, c'est l'un des prénoms en fait. Ok, enchanté. Merci quand même d'avoir répondu présent à cette invitation. On ne pouvait pas refuser de venir. C'est plutôt nous qui vous remercions parce que c'est une perche qu'il nous faut saisir pour expliquer un peu à nos compatriotes où nous en sommes dans l'exécution de notre projet. Ok, nous allons beaucoup débattre de ce projet. Et alors, la première question d'entrée de jeu, c'est qu'entendons par recensement de manière générale. Avant de répondre à votre question, permettez-moi, une fois de plus, de vous remercier pour l'opportunité que vous nous offrez en nous invitant cet après-midi. Cette opportunité favorablement accueillie par la CENI parce qu'elle nous permet d'expliquer un peu à nos frères et sœurs comment le processus évolue. Donc, pour en venir maintenant à votre question, je dirais que d'une manière générale, le recensement est une opération de dénombrement statistique de la population. De ce point de vue, eh bien, cette opération a pris véritablement corps avec l'avènement des États modernes au XVIIe siècle, ceci avec l'influence de l'Église et le renforcement des services publics de l'État civil. Oui. Voilà. À ce titre, par exemple, on peut dire que dans notre pays, le premier recensement de la population remonte à 1961, oui. Le deuxième à 1971, le troisième à 1981 et le quatrième à 2011. Voilà. Oui, tout récemment. Alors, plus précisément, aujourd'hui, nous allons quand même aborder cette opération qui a été lancée, je pense, si j'ai bonne mémoire, le 15 passé. Alors, nous parlons ici du recensement électoral. Qu'est-ce qu'un recensement électoral? C'est vrai que tout de suite, on peut faire un lien entre le recensement général de la population, dans la mesure où un tel recensement, en renseignant sur l'identité des citoyens, en renseignant sur leur âge, peut permettre d'extraire des données concernant les citoyens en âge de voter. Mais on veut faire mieux en faisant un recensement électoral qui est une opération d'inscription des citoyens en âge de voter sur un fichier électoral. Donc ce fichier électoral se compose, entre autres, si vous voulez bien, des listes électorale de la commune, de la préfecture ou d'une circonscription électorale. Et c'est l'ensemble de ces listes-là qui forment ce qu'on appelle le fichier électoral qui renseigne sur le corps électoral. Oui. Alors, y a-t-il une différence entre un recensement et une révision électorale? Parce qu'il y a aussi cette nuance, ce petit problème au niveau de la définition, mais au niveau de la compréhension de ces thèmes. En 2013, nous sommes en plein processus de recensement électoral, ce qui suppose la mise à plat de tout ce qu'il y avait comme données concernant les citoyens en âge de voter. Et c'est pour cela que cette phase du processus est particulièrement importante parce que aucun citoyen ne peut passer outre cette phase s'il veut voter. Aucun citoyen ne peut passer outre cette phase s'il aspire, par exemple, à être candidat. Donc, voilà, on est en pleine période de recensement électoral. Ça veut dire une période de constitution du fichier électoral.
Oui. Alors, pour ce qui est de la révision, je dirais que au départ, il faut avoir un fichier électoral de base. Oui. Et donc, vu que le fichier électoral comporte les citoyens qui remplissent les conditions d'y figurer, il se peut qu'au moment où l'inscription sur les listes électorales se faisait, certains de nos compatriotes n'avaient pas atteint l'âge. Mais avant une nouvelle élection, ils ont atteint l'âge, il faut qu'on les inscrive. Donner cette opportunité également à la jeunesse, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge de voter. Tout à fait. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Oui. Il se peut aussi qu'au moment de l'opération même de recensement électoral, des citoyens soient dans des cas où la loi ne leur permettait pas d'être sur la liste. Par exemple, si vous êtes frappé d'une interdiction de vote, vous ne pouvez pas figurer sur la liste. Oui. Si au moment où un recensement électoral se déroule, vous êtes frappé d'une condamnation définitive pour crime par exemple, oui. Maintenant, si vous avez, purgé votre peine, eh bien, s'il y a la période de révision qui s'ouvre, vous avez la faculté, le droit d'être retenu. Donc voilà un peu ce qui peut marquer la nuance entre le recensement électoral, qui permet la constitution du fichier électoral. D'un nouveau fichier ? D'un nouveau fichier. Oui. Et ça, c'est l'enjeu du travail que nous sommes en train de faire à la CENI en ce moment. Oui. Le fichier électoral, révisé en 2007, en 2009, 2010, est remis à plat. C'est à zéro. C'est à zéro. Le compteur a recommencé. Tout à fait. Oui. Voilà. Alors, maintenant, je voulais quand même aussi aborder ce côté. Quelle importance revêt un recensement électoral pour un citoyen ? Bien, le recensement électoral... Parce qu'aujourd'hui, les citoyens, ils sont nombreux à l'écoute, mais ils veulent savoir aujourd'hui quelle est l'importance, ou bien quelle importance vraiment ce TAT, ou bien cette procédure doit quand même les apporter. Pour aller droit au but, je dirais qu'il est important de se faire recenser si on tient à jouir, à vivre son droit de vote. Son droit de vote. Voilà, parce que sans carte d'électeur, vous ne pouvez pas voter. Oui. Sans être enregistré sur une liste électorale, dans le cadre du recensement électoral, on ne peut pas avoir cette carte d'électeur. Et donc, le recensement électoral permet tout simplement aux citoyens régulièrement inscrits sur une liste électorale et d'avoir une carte d'électeur et donc de participer à un scrutin, soit en étant candidat ou soit en étant électeur. Alors, je pense qu'ils sont nombreux à l'écoute. Ils doivent savoir que lorsque nous parlons des droits, il y a également le devoir. Donc, vous venez de le dire, c'est que se faire recenser, c'est un acte civique, un devoir civique. Au-delà d'un devoir civique, en fait, oui, voilà, il s'agit effectivement d'un devoir civique. C'est ce que nous rappelle justement l'article 40 du Code électoral. Oui. C'est d'abord un droit, et là où il y a droit... Il y a toujours devoir. Il y a toujours devoir. Alors. Bon, maintenant, quelqu'un vous dira, je ne suis pas obligé. Mais la CENI exhorte nos compatriotes à aller se faire enrôler massivement. Et là-dessus, permettez-moi de remercier très sincèrement nos compatriotes qui ont répondu très favorablement à l'appel de la CENI en se rendant massivement dans les centres de recensement et de vote, où ils ont pu se faire enrôler, où ils ont pu se faire enregistrer sur les listes électorales. Nous allons quand même aussi aborder ce cas, mais avant d'arriver à ce cas, pourquoi cette étape de recensement s'effectue à la veille de chaque consultation électorale? Parce que je voudrais plus que vous ressortez l'utilité ou bien l'importance dans ce cas. Oui, pourquoi il y a eu telle opération la veille? Il faut plutôt dire que quand on dispose d'un fichier électoral qui renseigne sur le corps électoral, qui est, si vous voulez, la population qui, au regard de la loi, peut voter, oui. Eh bien, l'opération de recensement permet de s'assurer que on a un bon fichier, de s'assurer que les citoyens qui ont l'âge requis de figurer sur les listes électorales sont vraiment dedans. Parce que, au-delà de tout, le fichier électoral, c'est un maillon clé, essentiel de tout processus électoral. Autrement, s'il n'y a pas de fichier électoral, on ne peut pas parler d'élection. On ne peut pas parler de corps électoral. Voilà. Alors, qui sont ceux qui peuvent maintenant se faire recenser? De façon venue maintenant à la pratique ou bien au concret? Voilà, le concret, c'est de dire que tous nos compatriotes âgés de 18 ans
révolus et plus peuvent se faire recenser. Mais encore faudrait-il qu'ils jouissent de leurs droits civiques et politiques. Encore faudrait-il qu'ils ne se retrouvent dans aucun cas d'incompatibilité prévue par la loi, soit qu'ils soient sous le coup d'une condamnation définitive pour crime, qu'ils soient sous le coup d'une condamnation pour escroquerie, trafic d'influence, faux et usage de faux, que cette condamnation soit assortie ou non de sursis, et donc ils peuvent valablement demander leur inscription sur les listes électorales. Ne revient-il pas également aussi une tranche d'âge ou bien une tranche d'âge vraiment importante? Pardon? L'âge oui. Ne figure pas également au niveau des citoyens parce que bon, il y a des mineurs également du côté des lieux d'incassation, donc on peut essayer quand même de soulever ce cas. Soulever ce cas, je ne comprends pas tout à fait votre question. Ici, la question est de savoir aujourd'hui. Vous avez beaucoup expliqué, vous avez parlé, mais je voudrais quand même que vous ressortez la tranche d'âge parce que je peux dire, je peux avoir 16 ans et aller me faire recenser. Je peux avoir 15 ans. C'est cette question que je voulais vous poser quand même. Merci. Fort heureusement qu'il s'agit simplement d'une question. Ce n'est pas une affirmation. Non, c'est une question. Voilà, autrement je vous aurais tout de suite demandé de me rapporter les preuves. Parce qu'un journaliste doit parler sur fond de preuves. Non, oui. J'ai dit tantôt que ne peuvent figurer sur la liste électorale que les citoyens des deux sexes, âgés de 18 ans révolus et plus. C'est ça que je voulais quand même que vous jouissant de leurs droits civils et politiques. Voilà. Ok, parce que quand on parle de... parce qu'il y a également... nos grands-parents ou bien nos familles qui sont à la maison qui nous écoutent, mais quand nous parlons de majeur, je voudrais que vous fassiez quand même une fois de nous faire sortir l'âge. 18 ans. 18 ans révolus. 18 ans révolus. Alors, quelles sont les étapes nécessaires conduisant à une bonne opération en matière de recensement électoral? Disons que le recensement électoral est un maillon essentiel, oui. Qui requiert à la fois une préparation minutieuse et assidue, pour emprunter le mot du président Tabiou. Oui. Alors, il y a quelques actions que je peux qualifier de préparatoires. Qui sont? Par exemple, la conception et la réalisation du logiciel de recensement, l'acquisition des équipements et la mise à niveau des kits, oui. La reconnaissance des CRV. Qu'est-ce que vous appelez ici par CRV? Ça s'appelle, c'est en fait les centres de recensement et de vote. Oui. Par exemple, entre 2009 et 2010, on a pu dénombrer environ 3400 centres de recensement et de vote. Sur l'étendue du territoire. Sur l'étendue du territoire. Alors, dans la même droite ligne, fin novembre, depuis début décembre, il y a eu une mission de la CENI qui donc a permis de constater l'existence physique des centres de recensement et de vote de 2010, de voir aussi la possibilité de transférer un certain nombre de centres et par la même occasion de recueillir les demandes de création de nouveaux centres. Et en termes de demande de création de nouveaux centres, eh bien, on est entre environ à 630 demandes de création. Oui. Après cette phase, il y a bien évidemment la phase de la formation et puis la configuration des kits, sans oublier une autre étape non moins importante, qui est la simulation du recensement électoral en interne. Oui. Cette opération... Qu'est-ce que vous voulez dire par voilà, la simulation? Ça dit qu'avant de passer à la phase active du recensement, la CENI, par précaution, en interne, simule ce recensement, juge pour voir si l'ensemble des équipements affectés à cette mission répondent, si les fonctionnalités répondent. Après, maintenant, il y a le déploiement du matériel. Ça, c'est l'ensemble de ces activités ou de ces points que j'ai relevés sont dans ce qu'on peut appeler les actes préparatoires du recensement. Donc, il y a un travail qui est fait en amont. En amont, tout simplement. Mais maintenant, il y a la phase active même du recensement, et c'est cette phase que nous sommes en train de piloter. Oui. Concrètement, il s'agit par exemple pour les électeurs de se rendre dans un CRV, dans un centre de recensement et de vote, où siègent des membres des comités de liste et cartes,
À l'occasion, on vérifie l'identité de l'électeur. Oui. On procède au remplissage du formulaire d'identification. L'OPS saisit les données personnelles. Ici, quand vous parlez, je ne vous coupe pas la parole, quand vous parlez de vérification de l'identité, comment ça se procède? Bien sûr que l'électeur vient avec une pièce d'identité. Oui. Une pièce d'identité, ça peut être une carte nationale d'identité, un passeport, un livret de famille, quoi d'autre? Il y a plein d'autres pièces. Mais maintenant, vous me demanderez certainement si... Les coins reculés, les habitants de coins Voilà. reculés. Eh bien, le législateur a été prévoyant. Le législateur a été prévoyant en permettant que les chefs traditionnels ou les notables contribuent à l'identification des électeurs en qualité donc de personnes ressources. Donc ces chefs traditionnels siègent au sein des comités des listes et cartes. Oui. Donc, passé cette phase très opérationnelle, très active, où le potentiel électeur va chercher sa carte d'électeur, je vous ai décrit un peu comment le cheminement. Mais avant d'aborder l'autre phase, je voudrais préciser que le logiciel du kit d'enregistrement n'autorise pas les doubles inscriptions des électeurs. Donc, c'est-à-dire le citoyen peut s'enregistrer qu'une seule fois. Tout à fait. Tout à fait. Donc, après cette phase, il y a la CELI. Oui. La Qu'est-ce que vous voulez dire par CELI? Commission électorale locale indépendante. Oui. C'est un autre démembrement, sinon le démembrement le plus immédiat de la Commission électorale nationale indépendante. Oui. Donc, au sein des CELI, on procède à la sauvegarde d'un certain nombre de données. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Après, donc, on traite aussi ces données dans ce qu'on appelle le centre local de traitement des données, oui, et au centre national de traitement des données qui, lui, se trouve à Lomé. Oui. C'est-à-dire la base est à Lomé. La base est à Lomé. Oui. Donc, après cette phase, on procède journalièrement à l'affichage des listes électorales produites. Oui. Alors, c'est à quelle fin? On a dit par exemple que si vous n'avez pas 18 ans, vous ne pouvez pas figurer sur la liste électorale. Si moi, je suis âgé de 17 ans, j'ai fréquenté avec vous et vous me découvrez sur la liste électorale, vous êtes fondé à attirer l'attention de la CELI sur cette irrégularité, oui, au fin d'obtenir la radiation de mon nom sur la liste. Donc c'est pour vous dire que le travail est minutieux ou minutieusement fait pour éviter... Avec rigueur. Avec rigueur, voilà. Merci de me passer le mot. Je voulais quand même vous poser cette question. Est-ce qu'il n'y a pas une stratégie pour déceler si la personne n'a pas de 18 ans? Parce qu'il y a la machine qui... C'est une machine il faut introduire des données. Oui. Alors, si l'âge vraiment n'est pas révolu, est-ce que la machine ne décèle pas non, ce qu'on peut attendre de la machine et ce qu'elle nous donne, ce que l'équipe d'enregistrement biométrique nous donne, surtout qui est bien, c'est le captage des empreintes. Oui. Le captage des empreintes, qui vous savez, sont tout à fait personnelles. Même si vous êtes des jumeaux, vous ne pouvez pas avoir les mêmes empreintes. Donc c'est un des éléments de fiabilité ou de sécurisation de la carte d'électeur. Mais permettez-moi, pour que les auditeurs ne perdent pas le fil de notre échange, de revenir sur les différentes phases du recensement. Donc, j'ai parlé tantôt de l'arrivée de l'électeur dans un CRV où siègent les comités des listes et cartes, toutes les opérations qui lui permettent d'avoir finalement sa carte en passant par la vérification de son identité, et l'enregistrement de ses données personnelles, le captage de sa photographie de ses empreintes, et finalement il part avec la carte. Après, au niveau de la CELI, il se fait un travail de traitement de données. Ce même travail se fait au niveau du Centre national de traitement des données à Lomé. Oui. On génère des listes au fur et à mesure. Et ces listes ouvrent ce qu'on appelle la phase du contentieux. Hein, Qu'est-ce que vous voulez dire par contentieux? Le contentieux, là où la loi prévoit des conditions pour figurer sur la liste électorale, il va sans dire que en violation de cette disposition, si un citoyen venait à se faire enregistrer, oui, eh bien, la latitude est laissée à tout autre citoyen qui constaterait cette irrégularité d'attirer l'attention, de les signaler. Et donc, cette phase de contentieux dure pratiquement 11 jours et fait l'objet des articles 55, oui, 56, voire 57 du Code électoral. Par exemple, tout citoyen radié d'office de la liste électorale
ou dont l'inscription est refusée peut adresser une réclamation à la CELI. Oui. Tout citoyen qui estime qu'un électeur a été indûment inscrit ou radié ou omis sur la liste électorale peut saisir également la CELI. Le recours est donc introduit dans les 48 heures qui suivent l'affichage des listes électorales. Oui. Voilà l'intérêt de l'affichage des listes. C'est un peu la substance de l'article 55 du Code électoral. Voilà. À côté, l'article 56 dispose que la partie, par exemple, non satisfaite de la décision de la CELI peut former un recours devant la CENI dans un délai de 48 heures suivant la notification de cette décision. Oui. Alors là, la CENI est obligée de rendre sa décision dans un délai de 24 heures à compter de sa saisine. On peut multiplier les exemples, mais donc c'est un peu ce que je viens de parler, de dire, là, qui constitue la phase du contentieux en matière de recensement ou de révision de liste électorale. Donc il dure durant 11 jours. 11 jours pratiquement. Oui. Après maintenant, il y a la phase de la production et de l'affichage des listes électorales. La liste définitive. La liste définitive. Donc après analyse des irrégularités ou bien au niveau du contentieux. Voilà. Et donc le contentieux est très important parce que à ce stade, il s'agissait des listes électorales provisoires. Oui. Après, on purge ou on vide le contentieux y afférent, ce qui ouvre le chemin à la production et à l'affichage des listes électorales définitives. Alors je voudrais dire que la production de ces listes se fait en 3 exemplaires. Il y a un exemplaire qui est destiné à l'affichage dans le bureau de vote, Oui. un autre exemplaire pour contrôle à la CELI Oui. et un autre exemplaire qui servira à l'émargement dans les bureaux de vote. Émargement par les citoyens Les citoyens. C'est-à-dire Voilà. ceux qui sont venus pour se faire recenser. Non, ceux qui sont venus se faire recenser, ça c'est bien avant. Avant. Ceux qui sont venus voter le jour J. J, ok. Voilà. Donc grosso modo, il y a des actes préparatoires dont nous avons parlé. Après une phase plus active qui commence par la présentation sur le terrain, le moment venu de l'électeur. J'ai décrit Oui. la procédure. Après, la CELI, la Commission électorale locale indépendante, fait son travail de traitement des données, de contrôle et de suivi. Oui. À côté, dans le même temps, le Centre national de traitement des données basé à Lomé fait un travail similaire. Après, on tombe à la phase de contentieux qui permet de purger la liste électorale de toutes les irrégularités, si je peux ainsi m'exprimer. Alors, une fois qu'on s'est assuré que ne figure définitivement sur la liste que les citoyens habilités au regard de la loi, rien ne s'oppose donc à la production et à l'affichage des dites listes. Et je précise que cette opération se fait en 3 exemplaires. En 3 exemplaires. Merci. Alors, vous avez parlé également des mécanismes. Je voudrais quand même que nous parlons ici de pourquoi cette année, le recensement électoral au Togo a été scindé en 2 zones opérationnelles. Parce qu'il y a aussi cette question que le citoyen désirait savoir. Non, merci. Il y a une réponse à cela. Pourquoi l'opération de recensement électoral se fait en 2 zones? Oui. J'ai dit tantôt que nous avons environ 3400 centres de recensement et de vote. Oui. Dans le même temps, la CENI dispose à peu près de 2300 kits d'enregistrement biométrique. Oui. Alors vous voyez qu'il y a inadéquation entre le nombre de kits et le nombre de centres de recensement et de vote. D'où, pour des raisons d'efficacité, la CENI a préféré scinder notre pays en 2 pour procéder au recensement électoral. Oui. Et donc, 2 zones ont été établies. La zone septentrionale, qui va de Saint-Cassé à Ogou-Agné, Oui. et la zone méridionale, qui couvre donc le reste des préfectures, après Agné jusqu'à Anéhor, Oui. si vous voulez, dans les lacs. Dans les lacs. Voilà. Alors, nous en sommes où par rapport à cette opération de recensement électoral lancée depuis le 15? Il y a également cette question qui est un peu pertinente, mais quand même, je voulais quand même vous la poser. Non, vous avez le droit de nous poser toutes les questions et nous sommes preneurs. Vous aurez les réponses appropriées. C'est le souhait. Et nous en sommes où? La phase de recensement électoral
se poursuit. À ce stade, n'attendez pas de moi des chiffres, mais ce que je peux vous dire, c'est que, bien évidemment, vous avez eu écho des difficultés que nous avons rencontrées sur le terrain. Mais je puis vous dire, en toute sincérité, que ces difficultés n'ont pas entamé le bon rythme dans notre travail. Mieux, nous avons été favorablement surpris par la mobilisation de nos compatriotes qui sont venus se faire enregistrer. C'est vrai qu'au regard des difficultés dont je vous ai parlé, eh bien, nous avons décidé, quand je dis nous, c'est la CENI, mais bien sûr, en parfaite entente avec le gouvernement, de proroger la période de recensement qui devrait prendre fin normalement le 25 mars. Eh bien, cette période de recensement électoral dans la première zone est prorogée jusqu'au 31 mars. Parce que nous sommes en période de recensement électoral et non de révision. Il n'y a pas de raison de permettre que des flottements se glissent dans le processus au point de priver un certain nombre de nos compatriotes qui ont parfaitement le droit d'être inscrits sur la liste, de ne pas pouvoir l'être. Et donc, en définitive, je dirais que le processus de recensement électoral suit son cours normal. Oui. Et les résultats à ce jour, même si je ne vous communiquerai pas des chiffres, sont satisfaisants. Et la CENI remercie. La CENI remercie sincèrement les citoyens togolais qui se sont mobilisés à l'occasion de cette opération qui, je le rappelle, prendra fin dans la première zone le 31 mars. Et dans la deuxième zone, vous la députée quand? Bien évidemment, il y a un agenda qui était calé. Oui. Et les réalités du terrain ont conduit à un réaménagement. Et donc, nous allons être dans l'expectative. Quand nous aurons fini dans la zone 1, vous aurez les informations précises sur le début du recensement dans la deuxième zone. Parce que, une fois le recensement fini dans la zone 1, ou une si vous voulez, oui, eh bien, il faut qu'on reconfigure l'ensemble des kits, qu'on les réinitialise, bref, qu'on les remette en état de fonctionnement. Au niveau de la zone 1, lorsque l'opération serait terminée, les informations doivent être encore refaites. Parce que quand vous dites reconstituer, ici, quand je voulais poser comme question, comme reconstituer, est-ce veut dire, bon, c'est-à-dire vous devez changer maintenant, c'est-à-dire refaire le kit. Bon, disons les choses de cette... Nous ne sommes pas trop dans les thèmes techniques, mais quand même le citoyen aimerait savoir. Parce que lorsque vous avez lâché quand même le mot de dire vous devez reconstituer, on se pose la question de savoir est-ce que maintenant vous devez repartir encore à zéro avec de nouveaux kits. Oui, pour faire simple, ça veut dire quoi? Une fois le recensement fini dans la zone 1, oui, eh bien, il faut remettre les kits en état de fonctionner pour recueillir de nouvelles données dans la zone 2. Dans la zone 2. Donc, il y a toute une opération infinie, toute une opération technique qui est faite avant le redéploiement donc, des kits et de l'ensemble du matériel électoral dans la deuxième zone. Ok. Vous qui venez de nous prendre au vol, sachez que vous suivez l'émission La Citoyenneté sur City FM et nous débattons du recensement qui est un acte civique. J'ai comme invité M. Kpegoro Latifou Seigneur, deuxième rapporteur de la CENI. Et quand nous parlons de cette séance électorale, ici, nous avons d'abord entamé la procédure ou bien la phase du recensement. Alors, quand nous parlons du recensement, c'est que l'électeur doit aller se faire établir une carte et c'est pour une raison. La raison, c'est de voter. Et la question que je voulais quand même vous demander, ne revient-il pas aujourd'hui aux partis politiques de jouer également pour le bon déroulement de ce processus? Oui, avant de répondre à votre question, je voudrais rappeler, pour vous aider, que je m'appelle bien Kpegoro Latifou Seigneur. Excusez-moi si j'écorche vos noms. Kpegoro Latifou Seigneur. Voilà. Oui. Voilà. Bon, les acteurs politiques sont des acteurs majeurs du processus électoral. Et donc, ces acteurs ont tout intérêt à mobiliser aussi les citoyens en vue de leur inscription sur la liste électorale. Et donc, à ce jour, disons qu'ils ont pris la mesure de la chose et ils jouent réellement leur partition. Vous êtes journaliste, vous avez entendu les différents appels
que les différentes formations politiques n'ont pas manqué de lancer à l'endroit de l'électorat en l'invitant à aller se faire recenser. Donc voilà comment se traduit, entre autres, l'implication des acteurs politiques. Ok. Il y a aussi cette question qui est souvent menée sur le tapis. Il y a des cas d'irrégularité que vous avez soulevés au départ. Mais si ces cas d'irrégularité se répètent encore dans la prolongation, est-ce qu'il y a encore d'autres stratégies afin de pouvoir donner l'opportunité à ceux? Parce que lors de l'intervention de la présidente de la CENI, dans les coins plus reculés, j'ai quand même entendu qu'il y aura encore une opportunité pour donner à ces gens dans les coins reculés de se faire recenser. Je ne veux présager d'aucune décision après la date du 31 mars. Oui. Mais simplement, je peux dire que, au regard d'un certain nombre de difficultés rencontrées sur le terrain, des dispositions ont été prises pour rattraper un peu ce temps, si vous voulez, perdu. Oui. Donc, au cours de cette phase, il y a des centres de recensement de vote où pratiquement il n'y a plus d'opération d'enregistrement parce que l'effectif est atteint. Alors, les kits de ces centres sont réinitialisés, reconfigurés et déployés en renfort dans d'autres CLC d'affluence. Oui. Donc, il y a une panoplie de dispositions pratiques qui sont prises. À côté de cela aussi, je voudrais mettre l'accent sur la sensibilisation qui continue pour inviter ceux de nos compatriotes qui ne sont pas encore allés se faire recenser à le faire au plus vite. Autrement, je n'ai pas souvenance que Madame la Présidente ait parlé à une de ses sorties médiatiques d'une autre prolongation après cette toute dernière prolongation. Non, il n'y a pas eu encore d'autres prolongations dites par Madame la présidente de la CENI lorsqu'elle était, je pense, de l'autre côté de Kara. Mais la question que je voulais quand même aussi encore aborder avec M. Kbegbero. Kbegbero Latif Seigneur. Voilà. C'est de savoir aujourd'hui, lorsque l'électeur essaie quand même de se faire recenser, lui-même, il a quoi comme intérêt? D'abord, au niveau de... Parce que ici, il y a deux choses, il y a deux questions. Le citoyen se pose, alors quel est maintenant l'intérêt d'aller de se faire recenser? Le citoyen. C'est ça, une des déclinaisons de la citoyenneté. On est citoyen, on vit au sein d'une cité, au sein d'une république, d'un État. Il y a une vie politique à côté. Le citoyen a le droit de participer à la gestion des affaires de la cité, soit en étant électeur ou soit en étant candidat. Oui. Et donc en étant aux affaires. Donc ça veut dire quand nous parlons du recensement, c'est soit, c'est-à-dire même ceux qui doivent se présenter comme candidats doivent se faire recenser. Absolument. Absolument. Et pour revenir sur le cas du citoyen, mais est-ce qu'on ne dit pas souvent que la souveraineté appartient au peuple? Oui. Et cette souveraineté s'exerce à travers des élections ou à travers des référendums. Oui. Opération qu'on ne peut faire si on est détenteur de la carte d'électeur. Et donc, voilà un intérêt majeur pour avoir sa carte d'électeur. Mais maintenant, passé la phase des élections, il est prouvé que la carte d'électeur a pu permettre à nos compatriotes, à nos concitoyens, dans leur vie civile ou privée, de réaliser quelques opérations. Par exemple... Avec la carte d'électeur. Qui sert de pièce d'identité, après tout. Bon, la carte d'électeur ne servira pas de pièce d'identité, elle ne remplace pas la carte nationale d'identité, elle ne remplace pas le passeport, mais en certaines circonstances, dans certaines circonstances, cette carte a pu permettre à des citoyens de réaliser quelques opérations ou de mener quelques actions de la vie civile ou de la vie courante. Ah, ok. Alors, quels sont maintenant les mécanismes par lesquels la CENI procède afin de pouvoir les établir? Parce qu'il n'y a pas ce mécanisme qui a été soulevé. Vous avez quand même expliqué de long à large, mais le citoyen voudrait savoir concrètement, parce que nous parlons à un citoyen de Landa qui aimerait savoir au juste comment, c'est par quel mécanisme pour se faire recenser. Oui, je l'ai dit, pour aller droit au but, en cette phase de recensement, le citoyen Kodjo doit se rendre dans un centre de recensement de vote
où il trouvera ce qu'on appelle un comité de liste et carte. Comité de liste et carte où il y a 6 membres qui représentent les formations politiques et un chef traditionnel ou un notable, plus 2 opérateurs de saisie au moins. Une fois là-bas, dans ce CLC, on procédera donc à la vérification de son identité. Oui. Deuxième chose, il sera question de remplir le formulaire d'identification. Oui. Au vu de la pièce d'identité qu'il aura fournie. Troisième chose, les OPS au sein de ces CLC procéderont à la saisie des données personnelles de l'électeur. Quatrième chose, on procède à la photographie de cet électeur. Cinquième chose, on procédera donc au captage de ces empreintes digitales, ce qui permet d'imprimer la carte d'électeur, laquelle est signée par le président et on signe également du comité des listes et cartes. Oui. D'accord? Et donc, juste après, on lamine la carte et on la remet à notre électeur. Sur le champ. Sur le champ. Donc, il n'a pas besoin d'aller chez lui à la maison, de revenir peut-être le lendemain ou 3 jours après. Non, pas Parce du qu'il tout. faut que ça rentre aussi également dans la tête. C'est instantané. Quiconque se rend dans un centre de recensement de vote décline régulièrement son identité, doit ressortir de ce CLC avec sa carte d'électeur. Et donc, c'est instantané. C'est vrai qu'il peut survenir quelques difficultés techniques. Mais dans bien des cas, à 99%... Quand vous parlez de difficultés techniques, vous faites allusion à... l'imprimante peut lâcher au moment où on introduit toutes les données. Et donc, de deux sur l'une, on fait patienter le lecteur. Au bout d'un temps, on a fini de réparer l'imprimante. Il peut récupérer sa carte. Donc, l'enregistrement de l'électeur lui permet d'avoir immédiatement sa carte. C'est instantané. Oui. Alors, quand vous parlez également de l'instantané, et s'il arrivait qu'un citoyen perde sa carte, parce qu'il y a souvent aussi ce cas qui se présente, alors est-ce que la CENI a pris des dispositions? Mon cher monsieur, nous exhortons. Là, c'est le conseil maintenant que je vous donne. Nous exhortons nos frères et sœurs qui ont bien voulu venir se faire enregistrer. De prendre soin de la carte d'électeur que Maître Mao aime appeler le précieux sésame. Parce que... Pourquoi il aime l'appeler le précieux sésame? Ben justement, on parle d'élection. Si tu veux contribuer à la gestion des affaires de ta cité, soit en étant candidat ou électeur, eh bien, tu ne peux pas jouir de ce privilège si tu n'as pas ta carte d'électeur. Donc, voilà un peu pourquoi c'est un précieux sésame. Alors donc, c'est pour interpeller également la population, les exhorter à prendre soin vraiment de cette carte. Absolument. Il m'est arrivé de dire qu'il faut prendre soin de cette carte autant qu'on prend soin d'un billet de banque, autant qu'on préserve une boîte d'allumettes de la pluie. Voilà. Très bien. Autant qu'on prélève une boîte d'allumettes contre la pluie. Et s'il y a des cas qui se présentent, et s'il arrivait au cours après l'établissement de cette carte, et il y a eu des erreurs sur cette carte, est-ce que le citoyen encore ou bien le lecteur a cette possibilité de demander une ratification? C'est tout ça qui rentre dans la phase contentieuse du recensement électoral. Ici, je suis en train de soulever des cas que nous pouvons raconter. Non, bien sûr, ça marche. Et je vous remercie. C'est tout ça que nous mettons dans le lot du contentieux. Une fois l'identité de l'électeur est recueillie, une fois la liste électorale provisoire imprimée, tout citoyen, normalement, doit pouvoir revenir dans le centre où il s'est fait enrôler, vérifier si ses noms et prénoms, par exemple, ont été bien écrits, si sa date de naissance n'a pas été écorchée, ou s'il n'y a pas quelques erreurs, des erreurs qui sont susceptibles d'être corrigées. Mais passer la phase contentieuse, eh bien, c'est avec regret. Parce que vous n'avez pas la carte, vous l'avez perdue. Or, c'est la carte de lecteur qui est la pièce requise pour vous permettre de voter. Donc, il n'y a plus rien à faire. Donc, lorsque vous perdez cette carte, c'est fini. Vous n'aurez plus la chance encore d'avoir cette carte. Je voudrais plutôt qu'on dise à nos frères et sœurs de tout faire pour ne pas perdre cette carte. Parce que
On ne peut pas perdre une dizaine, une quinzaine de minutes dans un survey où on est allé chercher sa carte pour finalement le moment venu dire je l'ai perdu. Il ne faut pas être négligent. Non, ce n'est pas une question de négligence. Peut-être il y a ces aléas qui se présentent souvent dans la vie. Bon, je suggère à ceux qui ont déjà les cartes d'électeurs, en tout cas, si l'oreiller est l'endroit le plus sûr pour eux, de mettre ça là-bas ou de mettre cette carte, je ne sais pas, à côté de leur coffre où ils laissent leur boisson préférée. Hein, peut-être qu'à chaque fois, en prenant leur verre, ben, ils s'assureront de la présence de cette carte et leur attention sera soutenue, hein, pour que le moment venu, ben, nous n'ayons pas rencontré des citoyens en désarroi au motif qu'ils ont perdu au passage leur carte d'électeur. Non, il faut qu'ils en prennent soin. Également, il y a un cas qui se présente au cours de ce recensement électoral de 2013. Il y a certains citoyens qui se plaignent déjà qu'il y a la signature de l'ancien président de la CENI sur la carte d'électeur. Que répondez-vous pour les assurer? Oui, je confirme que cette signature de M. Tabi Youssoufou Tafa, oui, ancien président donc de la CENI, figure bel et bien des nouvelles cartes qui sont en train d'être imprimées dans le cadre de cette opération de recensement. Pourquoi cela? Oui. C'est l'occasion de parler. Au regard de l'article 19 du Code électoral, les membres de la CENI sont nommés pour un an renouvelable. Oui. Ils restent en place jusqu'à la nomination de nouveaux membres. Alors, pendant qu'ils sont en place, il y a des activités qui ont trait à la mission ou aux missions de la CENI qui peuvent être engagées. Et parlant de ces activités, je voudrais dire que au regard de l'article 52 de la Constitution du 14 octobre 1992, les élections se tiennent, élections législatives bien sûr, les élections législatives se tiennent 30 jours avant la fin du mandat de l'actuelle Assemblée nationale. Oui. Et donc, le gouvernement était parti pour organiser les élections, les législatives, en 2012. Alors, dans ce contexte, il y avait une CENI qui existait, qui a posé un certain nombre d'actes préparatoires. Et il suffit de remarquer que l'action de la CENI s'inscrit dans la continuité du service public. Oui. Exemple, il fallait, dans le cadre des préparatifs des législatives amorcées, commander par exemple les cartes d'électeurs. Le prestataire avait besoin de la signature d'un membre de la CENI aux fins de l'authentification de la carte. Oui. La CENI, dans son mode de fonctionnement, a tenu des séances plénières et finalement la décision a été prise d'autoriser l'ancien président à signer cette carte. Autrement... C'est un consensus qui a été... Bien sûr. Autrement, ce que nos compatriotes doivent retenir, c'est que oui, cette signature existe sur la carte, mais c'est en raison de ce que c'est la continuité du service public, mis par la continuité ou le caractère permanent même des membres de la CENI, que cette signature a été faite, parce qu'il la fallait pour authentifier. À cela, il n'y a pas que la carte d'électeur, même les opérateurs de saisie que nous avons déployés en ce moment sur le terrain. Moi, Kegbero, j'ai été nommé tout récemment, je n'ai pas connu les dossiers de ces OPS. Je n'avais pas participé à la rédaction du profil. Oui. Mais cela n'a pas empêché la CENI, la même CENI, oui, de recueillir les demandes et finalement de sélectionner environ 5000. Oui. Il y a d'autres choses que l'ancien CENI a pu faire qui s'inscrivaient dans les préparatifs des élections qu'on ne peut pas remettre en cause. Donc, je voudrais profiter de votre antenne pour prier nos compatriotes de ne pas créer des malentendus inopportuns
sur cette question de signature. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui est encore comme question. Parce que tout le monde se pose la question, pourquoi figure la signature de Tafa Tabiou? Alors, je pense que vous êtes en train de l'éclairer. Ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas une erreur, c'était le contexte dans lequel ces cartes ont été commandées. Je vous ai dit, chacun sait, que le mandat de l'Assemblée nationale a expiré depuis. Au regard de l'alinéa 2 de l'article 52, les élections auraient dû intervenir 30 jours avant la fin du mandat de cette Assemblée nationale. Des préparatifs en vue de l'organisation donc de cette législative étaient déjà enclenchés. Et entre ou au titre de ces préparatifs, il fallait commander des cartes d'électeurs. Parce que carte d'électeur, ça ne se commande pas la veille d'une opération électorale. Alors, comme élément d'authentification, on avait besoin de la signature d'un membre de la CENI. Et la CENI dans son fonctionnement. La CENI fonctionnant pour garantir la continuité du service public a décidé qu'un des membres, en la qualité de l'ancien président, signe cette carte. Et je ne vous cache pas, les cartes d'électeurs, ça coûte beaucoup d'argent. Donc, vraiment, au jour d'aujourd'hui, le plus important, ce n'est pas de se focaliser sur la signature. Mais le plus important, c'est de se focaliser sur les éléments de fiabilité de cette carte. Je ne peux pas détenir votre carte pour en faire un usage frauduleux. Vous ne pouvez pas détenir la mienne parce que les éléments de fiabilité ou de fiabilisation, par exemple, comme les empreintes et autres, c'est ce qui doit retenir notre attention. De fiabilité, je vais vous poser, bon, vous pouvez continuer, mais avant de continuer, je vais vous poser cette question également. Est-il vrai qu'il y a des mineurs et des étrangers qui s'inscrivent sur les listes électorales? Si c'est vrai, est-ce que le code prévoit des sanctions? Parce qu'il y a ce cas qui est vraiment soulevé, non seulement au niveau de l'authentification ou bien de la signature de l'ancien président, de l'ex-président de la CENI, mais également il y a ce cas qui est soulevé, le cas de l'enregistrement des mineurs et des étrangers. Non, l'enregistrement des mineurs, c'est vrai, on en parle souvent, mais je l'ai déjà dit, vous êtes journaliste. C'est pour cela que je vous pose la question. Si vous faites l'écho d'une opinion, moi je vous demanderai d'emblée de me rapporter les preuves. Autrement, le travail qui est en train d'être fait en ce moment, c'est un travail sérieux. C'est un travail sérieux où on ne permet pas à des gens, surtout des mineurs qui n'ont pas l'âge de 18 ans, à s'inscrire sur les listes électorales. Maintenant, quiconque tente ou tenterait des inscriptions frauduleuses, il y a des dispositions pénales prévues par le code électoral. Bon, on peut parcourir, je crois, les dispositions de l'article 123 du code électoral qui dispose en substance ceci. Toute personne qui se fait inscrire sous un faux nom, une fausse qualité, ou qui se faisant inscrire à dissimuler une incapacité prévue par la loi, ou qui se serait fait inscrire frauduleusement sur plus d'une liste sera puni d'un emprisonnement d'1 mois à 1 an et d'une amende de 50 000 francs à 100 000 francs CFA. Il y a toute une panoplie de sanctions. Le temps est parti, presque à sa fin. Alors, vos mots à l'endroit de ceux et celles qui nous suivent. Avant d'adresser un mot à l'endroit de celles et ceux qui nous suivent, je voudrais d'abord à vous dire merci. C'est notre devoir, comme le devoir d'un citoyen. En tout cas, nous sommes très sensibles à vos démarches. Et je vous remercie pour cela. Parce qu'il y a assez de rumeurs, il y a assez d'informations qui passent, mais quand même, c'est l'occasion de nous dire concrètement tout ce qui se déroule sur le terrain. Alors, c'est pour cela que l'occasion a été donnée. J'espère seulement avoir pu éclairer un peu l'opinion. Cette opinion que je convie à demeurer attentive aux médias que vous représentez, parce que nous sommes dans une période sensible. Et les élections doivent cesser d'être un tourment, autant pour les gouvernants que pour les citoyens. Et les élections doivent devenir une phase normale de l'évolution d'un pays. Alors pour y parvenir, il suffit simplement que les gens, ou les uns les autres, laissent la politique politicienne et se consacrer à l'essentiel. L'essentiel au jour d'aujourd'hui, c'est que, par exemple, tous les acteurs institutionnels et non institutionnels demandent aux électeurs potentiels d'aller se faire enregistrer pour avoir leur carte d'électeur afin de pouvoir participer à l'élection, soit en tant que candidat ou en tant qu'électeur. Autre chose, je voudrais vraiment sur la question de la
pré-signature de la carte d'électeur rassurer nos compatriotes. Nous ne construirons jamais notre pays, dont nous sommes si fiers lors de l'humanité, en nous basant sur des rumeurs, en faisant de la manipulation, de l'intoxication. Et j'ai expliqué que cette signature est intervenue dans un contexte de continuité du service public. Chacun sait que la CENI est permanente. Chacun sait que les élections législatives auraient dû être organisées avant 2013. Oui. Et donc, une CENI était en place. Elle avait commencé par prendre un certain nombre d'initiatives, dont la commande des cartes d'électeurs, ce qui a pu justifier la signature de l'ancien président. Oui. Nous avons communiqué abondamment là-dessus. Il faut que nos compatriotes aillent chercher cette carte et qu'ils attendent patiemment le jour J pour choisir leurs députés en vue du renouvellement de l'Assemblée nationale de notre pays. Voilà ce que je peux dire comme mot de fin. Merci. Merci beaucoup, monsieur Kegbero Latifou Seigneur, j'espère que j'ai pu écorcher ce nom. Deuxième rapporteur de la CENI que nous avons quand même eu au studio ce plaisir de discuter tout autour de ce TAC civique, le recensement. Quel est le recensement? Avoir sa carte d'électeur s'avère nécessaire étant donné que ta voix compte, mais également se faire recenser est un devoir civique. Ainsi arrivé à la fin de l'émission La Citoyenneté, dont vous pouvez également suivre la rediffusion le samedi à 19h également sur YouTube à Tamba La Citoyenneté sur City FM. Merci pour votre amabilité d'écoute. Mise en onde au REC du donné assisté de Mathieu Gaillet. Présentation sur Cyril Amétépé. Bonne suite de programme sur City FM.